Hey, c'est moi, Jocelyn Boisson, professeur d'histoire. Alors, secondaire 1, module 6, la bourgeoisie commerciale. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Et dans cette capsule, nous allons commencer par la création des bourgs ainsi que les premiers bourgs principaux en Europe, dans le nord de l'Afrique et au Proche et Moyen-Orient. Nous allons voir ce que c'est des bourgs. Je vous donne tout de suite un petit indice. C'est des villes. Effectivement, on va avoir un retour aux villes dans les années 1000 à 1300 au Moyen Âge. Alors qu'au début, c'était le Moyen Âge à la campagne avec le système féodal et seigneurial. Et ça, c'était le module 5. Maintenant, c'est le module 6. Le seul aspect positif qui a émergé des croisades, les guerres entre les catholiques et les musulmans, est le commerce. En effet, à la fin de leur aventure guerrière, les croisés, les chevaliers qui prenaient la croix pour la religion catholique contre l'islam et les musulmans, alors ces croisés-là ont rapporté d'Orient de nouveaux produits. Il y a eu une forte demande de la part des habitants qui trouvaient ça le fun d'avoir de nouveaux produits. Des commerçants ont voulu s'enrichir. Les villes ont vu le jour. D'abord en Italie, comme à Florence, à Venise, ensuite d'autres villes d'Europe, du Moyen-Orient et même du nord de l'Afrique. Ces villes-là vont se spécialiser dans le commerce. On a vu un mouvement d'urbanisation apparaître du 11e au 13e siècle. C'est quoi le mouvement d'urbanisation? L'urbanisation, c'est le développement des villes à grande échelle. Donc, c'était un retour aux villes qu'on avait dans le temps de l'Empire romain. Ces villes-là avaient disparu avec le Moyen Âge à la campagne. Et là, hop, soudainement, on a un retour à ces villes-là. Et c'est le commerce qui va apporter ce retour à l'urbanisation, donc le début de l'urbanisation du 11e au 13e siècle. Par contre, au Moyen Âge, on appelait ça des bourgs, donc les villes se nommaient des bourgs. Plusieurs bourgs importants vont voir le jour. Comme on l'a dit tantôt, on avait Venise en Italie ici, Carcassonne en France, c'est les deux plus connus, on s'entend, Italie. Ensuite, on avait Bruges ici en Belgique, Hambourg en Allemagne, Constantinople. L'Empire d'Orient fonctionne encore. C'est l'Empire romain d'Occident qui a tombé. L'Empire romain d'Orient va tomber plus tard. Alors, c'est sûr qu'à cette époque-là, Constantinople était une ville très importante. Bagdad, ben, c'est en Irak aujourd'hui, près du fleuve Tigre et Euphrate, très populaire. Et même dans le nord de l'Afrique, ici, avec la ville de Tombouctou. Alors, maintenant qu'on a vu la définition d'un bourg et les principaux bourgs au Moyen Âge, allons-y voir le développement de ceux-ci. Je parle bien sûr des bourgs, des villes. On s'en va là tout de suite. Je vous reviens, ça sera pas long. Le développement du commerce avec l'Orient et l'augmentation de la population dans les bourgs ont fait en sorte que les commerçants se sont enrichis. Ils ont pris le nom de bourgeois. C'est pour cette raison que nous avons appelé cette période la bourgeoisie commerciale, donc les bourgeois qui font du commerce. Ça devient un nouveau groupe social qu'on a ici, qu'on appelle la bourgeoisie. La bourgeoisie se situe entre la noblesse qui est au-dessus et le peuple, composé de paysans et d'artisans, qui est sous. La population des bourgs a continué d'augmenter grâce à l'arrivée massive des paysans de la campagne. L'arrivée massive des paysans de la campagne, on a appelé ça l'exode rural. En effet, plusieurs habitants ont quitté la campagne en raison de l'amélioration de l'agriculture. On l'a vu dans le module 5, Moyen Âge à la campagne. Les nouvelles inventions, les nouveaux outils agricoles font en sorte que l'agriculture s'améliore. Les gens avaient une meilleure alimentation et par le fait même une meilleure santé. Par contre, l'amélioration de l'agriculture a entraîné plusieurs pertes d'emplois. Ce qui est arrivé, de nombreux paysans sans travail se sont déplacés par les villes ou vers les villes. Ils pouvaient non seulement se trouver un emploi, mais ils échappaient aux lois rigides des seigneurs et la vie contraignante de la campagne. De plus, le bourg, donc la ville, offrait une protection. Plusieurs bourgs étaient au départ fortifiés. Il y avait des murailles tout autour de la ville. Vous voyez ici, on a des murailles autour du bourg de Carcassonne en France. Alors, des murailles qui protègent la ville. Et on a aussi le bourg de Bruges en Belgique ici,
Donc, deux villes importantes d'Europe au Moyen Âge avec l'urbanisation. Les bourgeois vont s'organiser en communes, des associations. Avec le temps, ils vont négocier avec le seigneur la création de chartes. Avec la charte, le document qu'on a ici, les communes auront plus de liberté et de flexibilité pour faire du commerce. Mais c'est quoi ça, la charte? C'est un document légal qui explique et définit les obligations, les droits et les devoirs, ainsi que les privilèges réciproques entre les habitants d'un bourg, les bourgeois et le seigneur. Dans le fond, c'est un document officiel qui faisait en sorte que la ville était reconnue comme telle. Plus besoin de toujours payer des redevances comme le cens qu'on donnait aux seigneurs au Moyen Âge à la campagne. Maintenant, on va voir les principales institutions d'un bourg. Qu'est-ce qu'on retrouvait dans un bourg? Pourquoi c'était si important? Quels étaient les éléments principaux? Un bourg comprenait des institutions. Tout d'abord, l'hôtel de ville, un édifice qui correspond à la baisse du pouvoir seigneurial. Justement, on en a parlé, le seigneur a moins de pouvoir. L'hôtel de ville, c'est un lieu de rassemblement où les bourgeois vont pouvoir négocier leurs propres lois, leurs propres règles et s'occuper de la ville. C'est donc le siège des décisions à prendre pour le bon déroulement du bourg. Le beffroi, qui est la tour ici, symbolise le pouvoir. Il s'agit d'une tour renfermant les cloches de la commune. Alors, on n'a plus juste les églises et les cathédrales qui ont des cloches maintenant. On a un beffroi qui symbolisait les libertés obtenues du suzerain. Ici, nous avons l'hôtel de ville de Bruxelles en Belgique. Parlant des cathédrales, il y avait une cathédrale et aussi, à l'occasion, tout dépendant de la grosseur du bourg, des églises. La religion catholique demeurait importante, même si on est revenu à la ville et que, à la base, c'était surtout à la campagne, la religion catholique demeurait très importante. D'ailleurs, la cathédrale ou les églises étaient une source de fierté pour les habitants des bourgs. On a déjà vu dans une autre capsule des bâtisseurs de cathédrales. Ça prenait énormément de temps. C'était un travail très, très, très méticuleux que les bâtisseurs de cathédrales effectuaient. Ici, on a la cathédrale d'Amiens, en France, qui a été construite de 1220 à 1288. Ça a toujours bien pris 68 ans à construire. Imaginez donc la fierté des habitants de la ville. Nous avions aussi les monastères. Ils occupaient une place importante dans la vie d'un bourg. Les moines participaient activement à la vie quotidienne des habitants. Ce sont d'ailleurs les moines qui s'occupaient de la transmission des connaissances, l'éducation, les soins de santé, ainsi que l'aide aux personnes démunies. De plus, il y avait des maisons de change, qu'on appelait des banques. Les marchands échangeaient la monnaie. En effet, il y avait beaucoup de beaux commerciaux, comme on l'a vu tantôt sur la carte, dans les pays d'Europe, même du nord de l'Afrique et du Proche et Moyen-Orient, comme on a vu. Il y avait donc plusieurs devises. Qu'est-ce que des devises? C'est des monnaies différentes. Ces monnaies différentes-là, ces devises, devaient être échangées entre les commerçants des différents bourgs lorsqu'ils faisaient des ventes et des échanges de produits. On avait donc besoin d'un banquier lors des échanges. Et, anecdote, pourquoi on a appelé ça des banques et des banquiers? C'est que la personne responsable qui se promenait dans la ville, dans les bourgs, près des commerçants, bien, qu'est-ce qui arrivait? Lui, excusez mademoiselle, mais c'était un gars. Ce gars-là avait une valise remplie d'argent avec différentes devises, différents types de monnaies, et lorsque quelqu'un l'appelait, il se promenait, il avait dans sa main une valise, dans l'autre main un banc, et là, ben, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait pour échanger l'argent, donc, exemple, un marchand français qui veut échanger avec un marchand anglais. Alors, le marchand anglais disait, moi, je vais te payer en livres sterling. Le marchand français dit, j'ai besoin de francs. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Le marchand anglais faisait venir la personne s'assoyait sur son banc, mettait la valise sur ses genoux, ouvrait ça et procédait à l'échange des livres sterling en francs français. Le marchand britannique pouvait par la suite payer le marchand français. Alors, il repartait, le responsable de l'échange d'argent, il reprenait sa valise dans sa main, son banc dans l'autre main, et il allait vers d'autres commerçants. Et vu qu'il avait toujours son banc et il s'assoyait tout le temps dessus, on l'a appelé le banquier. Il y avait un banc, donc le banquier, et plus tard, l'institution va devenir des banques.
N'est-ce pas intéressant? Et c'est déjà terminé. Alors, c'était une petite capsule courte pour introduction au bourg au Moyen Âge. Nous en apprendrons davantage sur la vie à l'intérieur d'un bourg dans une autre capsule. Bye bye!